déjà le cher ami Didier Mesto qui est en place. Et là, je pense qu'on va avoir un grand moment d'anthologie dans cette matinale Talk Sun depuis ses débuts. Mon cher Didier, comment vas-tu? Écoute, ça va, mon cher Nico, débat passionnant sur l'Europe. Ouais. Moi, tu sais que je milite pour la sortie de la France depuis des années, puisque j'ai travaillé avec Philippe Séguin, que j'étais Ouais. contre Maastricht en 92. Ouais. Il s'en est fallu de peu, tu vois. Il était trop poli, Philippe Séguin, vis-à-vis de Mitterrand, qui était malade. Et il n'a pas enfoncé le clou. S'il avait été un peu plus dur, il aurait remporté ce débat. Et la face de la France en eût été changée. Mais on Oh, va pas faire de politique je n'en fiction. doute pas un seul instant. D'ailleurs, Didier, je suis obligé de te demander si tu as ton QR code ce matin pour venir dans ton sein, parce qu'apparemment, c'est la période des QR codes. Il y aura un QR code pour les Jeux Olympiques, peut-être un confinement olympique. Donc maintenant, dans ton sein, il faudra un QR code pour pouvoir passer dans ton sein. Mon cher Didier, ton QR code, tu l'as pas, j'imagine. Je n'ai pas de QR code, je refuse absolument le QR code, je n'ai pas Ouais. signé d'auto-attestation pendant le Covid, Ouais. j'ai refusé d'aller dans les établissements qui me demandaient un QR Ouais. code, et je crois désespérément encore en l'humain, un petit peu d'humain, donc les QR codes, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, et je pense qu'il faut résister. Ouais. Il peut y avoir un blackout total d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu une panne hier, avant-hier, gigantesque d'Orange. Tous ces systèmes, hein, en dépit des pare-feux, des sauvegardes, etc., imagine un grand bug. Peut-être qu'il faudra en passer par là pour remettre un peu de raison et d'humanité dans ce monde qui nous échappe, quoi. Alors, bien sûr, l'humain, on ne peut pas ne pas parler de musique. Donc, ce matin, pour terminer cette matinale, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à partager. De quoi parle-t-on ce matin, mon cher Didier? Eh bien, écoute, Nico, si je te dis We don't need no education. Pink Floyd, forcément, si j'ai Bon, bien voilà. entendu. D'accord. We don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom. Teacher leave the kids alone. Foutez-nous la paix, quoi. Alors, en fait, The Wall, album mythique, hein, c'est le 11e album studio de Floyd. C'est le second album, le double album après Uma Guma. Et il a été enregistré sur une longue période, une période de 8 mois. Il est sorti en 79, le 30 novembre exactement, en Grande-Bretagne, et le 8 décembre aux États-Unis. Il figure bien sûr dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Et c'est le dernier grand succès du groupe. Figure-toi quand même que cet album fait partie des meilleures ventes de disques à travers le monde. C'est le plus vendu en termes de double album, hein. Plus de 30 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie. Donc c'est vraiment gigantesque. En fait, cet album, ce double album a été conçu comme un concept. Tu parles souvent d'opéra rock, tu vois, mais c'est exactement ça, à 3 volets, hein. Le premier, donc, c'est le double album lui-même. Le deuxième, le show sur scène, qui a coûté beaucoup d'argent, on y reviendra. Et finalement, un long métrage qui avait été réalisé par Alan Parker, The Wall, qui est sorti 3 ans plus tard, en 1982. Donc, en vérité, c'est 4 années de projet. Tu vois, en fait, il traite cet album des conséquences, un peu de la schizophrénie, de l'isolement, toutes ces conséquences mentales. Et toutes les chansons, c'est ça un peu le rock progressif et aussi l'opéra rock d'une certaine manière, toutes les chansons suivent un fil conducteur pour nous raconter une histoire. C'est une histoire assez théâtrale, puisque Pink, le héros de cet album, ou l'anti-héros, selon le point de vue, est le double, en fait, de Roger Waters. Tu sais, Roger Waters, il a défrayé la chronique, tout le monde s'en souvient, il y a quelques mois. Il avait été accusé dans un concert, hein, traîné par la police, etc., à Berlin, comme faisant l'apologie du nazisme. Il avait été traité d'antisémite, etc., parce qu'il a toujours été très engagé pour les droits des Palestiniens. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Ce sont des ignares qui l'ont... Bon, il a été disculpé finalement. C'était une mise en scène de cette folie, de cet isolement, de cette schizophrénie, où à la fin, on voit Pink qui se prend pour un dictateur, hein, pour un fasciste, pour un nazi, avec les marteaux entrecroisés et des tas de soldats marchant au pas. Alors, The Wall, c'est aussi la dernière entente, on va dire, entre Gilmour, le chanteur-guitariste du groupe, David Gilmour, grand guitariste devant l'éternel, et dont un des solos est au patrimoine mondial de l'humanité,
rien que ça. Et Waters, qui est aussi l'autre leader, peut-être le principal leader du groupe, la figure charismatique, qui est à la fois bassiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Et les tensions, alors au moment de The Wall, elles sont terribles dans le groupe. Waters, c'est presque Pink Floyd à lui tout seul. Hein. Mason, Wright, Gilmour, bon, ils participent plus tellement au projet. Ça se passe pas bien du tout. Et ils finissent même, tu vois, pendant l'enregistrement, Waters exclut Richard Wright, le pianiste claviériste du groupe, et il réintégrera le groupe officiellement qu'en 1984, et il entamera une carrière solo. Bon, voilà. Celui qui a vraiment souffert de cette mésentente, vraiment, le plus, c'est Waters. Et en fait, il avait déjà exprimé ça dans un grand concert au Madison Square Garden. C'était en 77, le 4 juillet, pour la fête nationale. Et il avait déjà du mal avec les cris du public. Et alors que, tu vois, il y avait plus de 80 000 personnes qui assistaient au dernier concert de la tournée, il voit des gens qui hurlent, tu sais, comme les gens font dans les concerts. Dès que tu dis un mot, voilà, bon, ça l'a vraiment saoulé. Et puis, il demande plusieurs fois au public de se calmer. Écoutez, bon, c'est de la musique, calmez-vous, il faut un peu de calme, écoutez un peu les paroles, etc. Et finalement, il s'arrête, il se rapproche d'un des types qui hurlait depuis le début qu'il avait repéré, et il lui crache au visage. Ah ouais. Il crache au visage. Et là, lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ces concerts rendent fou, le succès rend fou, ce côté fan, le fanatisme des gens rend fou, et c'est ce qui l'a conduit, d'une certaine manière, à imaginer le personnage de Pink, à écrire The Wall, qui est à la fois cette folie, cette schizophrénie vécue par on va dire, les rockstars, quoi, mais aussi, comme je le disais, un double, et il va chaque fois puiser dans son histoire personnelle, puisque son père était un résistant, était mort sur le théâtre d'opération. Il avait 1 an et ça l'a profondément marqué. Ça a traversé un peu toute son œuvre à Roger Waters, y compris dans l'album qui suit The Wall, qui s'appelle The Final Cut, qui est un peu une suite. Mais on est déjà avec The Wall, j'allais dire, un peu dans la carrière solo de Waters. C'est lui qui a pratiquement tout écrit, tout imaginé, et les autres étant un peu des exécutants, même si on a évidemment les solos et la voix de Gilmour qui viennent transcender, magnifier tout ça, et toujours les nappes bien senties de Wright, qui pour moi était un pianiste peut-être pas le plus grand virtuose, mais vraiment qui participe de ce son Pink Floyd, comme le batteur Nick Mason, avec des sons très particuliers. Et on voit qu'un groupe, la magie d'un groupe, c'est une alchimie, c'est pas un plus que l'autre, et c'est ça qui fait le son Pink Floyd et la légende Pink Floyd. Alors, il veut créer, donc je l'ai dit, une œuvre multimédia, Waters avec The Wall, et ben il se dit, bon, je vais pas trop compter sur Wright, le pianiste, et Mason, le batteur. Ils sont pas assez impliqués. Mes relations avec Gilmour, c'est le moins qu'on puisse dire, elles sont pas au top. Je lui fais pas confiance. Alors c'est là qu'il a l'idée de contacter Bob Ezrin. C'est un producteur canadien bien connu, qui a produit des albums pour Lou Reed, Aerosmith, Peter Gabriel, Alice Cooper par exemple. Et donc Bob Ezrin, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup exagéré son importance. J'ai écouté Waters récemment qui répondait aux fans sur Twitter. Il fait régulièrement ça. Il dit, bon, Bob Ezrin, il a un peu exagéré son importance. Mais quand même, il a restructuré l'album. Il en a fait un album, je dirais, au canon, en termes de durée acceptable pour l'industrie du disque. Et donc voilà, et c'est comme ça que naquit The Wall. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que cet album, tu vois, il a été fait aussi pour des raisons financières. Personne ne le sait, ça. Parce que, en fait, quand ils ont eu 2 énormes succès, Dark Side of the Moon, l'album des albums, le fameux triangle prisme avec la lumière décomposée, et ça c'était en 73, et en 75, Wish You Were Here, qui a donné le titre éponyme, un des succès de
de Pink Floyd, joué et chanté par David Gilmour. En fait, il y avait une loi à ce moment-là, dans les années 70, en Grande-Bretagne, qui taxait à mort à plus de 75% les profits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout réinvesti, l'argent gagné, et ils sont tombés sur, bon, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais sur quelqu'un qui leur a dit qu'il faut investir dans les restaurants flottants. Donc, ils ont investi dans les restaurants flottants un peu partout. Et le type était un escroc, c'était un four. Il prenait des commissions énormes, astronomiques, sur chaque opération, et ils ont bouffé la baraque. En fait, tout ce qu'ils avaient gagné a été consommé comme ça. Et donc, en 79, il se relance. Waters avait fait des démos, hein, c'était The Pros and Cons of Hitchhiking, c'était son premier album solo, et l'autre c'était The Wall. Et les membres du groupe penchent plutôt pour The Wall. Et en fait, en 79, il s'exile d'abord dans les Alpes, françaises, pour enregistrer cet album, et aussi pour des raisons fiscales. Et il continue à enregistrer cet album à Miraval, à Corrence, dans le Var, près de Brignoles. Tu sais, c'est le célèbre domaine racheté par Brad Pitt, où il fait son vin. Oui, il y a du très bon rosé d'ailleurs. Très bon rosé de Miraval. Je sais. Et il a réhabilité, Brad Pitt, ce fameux studio, hein, qui aujourd'hui fonctionne, qui est un peu, évidemment, mythique, dans mon Var, bien aimé. Alors, ils finissent l'album, ils le présentent devant les cadres de Columbia, parce qu'à l'époque, ils sont à Columbia Records, en Californie. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les mecs, ils sont pas chauds, hein. Ouais. Ils sont pas vraiment impressionnés. Bon, ils disent, c'est quoi cet album bizarre, ces cris, ces chansons qui n'en sont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un cadre de Columbia qui dit à Waters, bon, en plus, comme c'est un double album, on va réduire tes droits, pardon, ouais. Et on va tirer à pile ou face. Il n'était pas d'accord, et Waters lui dit, comment ça à pile ou face? Je vais pas tirer à pile ou face pour quelque chose qui m'appartient, quoi. Et donc, il tient bon, et finalement, Another Brick in the Wall, Part 2, We Don't Need Now, bon, devient numéro 1 au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Norvège, au Portugal, en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Le disque est certifié platine aux États-Unis, en Angleterre, enfin un peu partout, quoi. Alors, quelques critiques, parce que c'est toujours intéressant, je vais parler des critiques françaises. Jean-Marc Bayeux de Rock and Folk, il compare The Wall à Joe's Garage de Frank Zappa, un grand album aussi conceptuel, hein. Alors lui, il dit, bon, le délire de paranoïaque de Roger Waters exclut tout humour, alors qu'il y a une espèce de second degré de mise en abîme chez Zappa, jusque dans les moments les plus tragiques. C'est traversé par un rire énorme, c'est ce qu'il écrit. Bon, il parle bien sûr de la production fabuleuse, et il y a des productions fabuleuses, y compris à l'époque en bricolé, hein, parce que tu sais, on entend des bruits de téléphone, et c'est des farces qui sont faites. C'est Waters qui appelle Mason, qui raccroche, il enregistre, et ça donne... Parce qu'il y avait encore les opératrices. This is a call from Mrs. Freud to Mr. Freud. Do you accept the charge from United States? Quoi, c'est ce qu'on entend dans la bande-son. Et tout ça, c'était beaucoup d'inventivité. Un peu de bricolage, hein, et ce bricolage, alors qu'aujourd'hui on a une technique faramineuse, ce bricolage était en soi créateur de sens, comme souvent. La technique qui nous contraint nous oblige à nous dépasser, nous oblige à être dans la créativité, comme quoi la contrainte est une des manières d'expression de la liberté. C'est un peu contradictoire en apparence, mais en fait, ça l'est pas du tout. Alors, pour finir, ces concerts, je l'ai dit, coûtent une blinde, un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un. Il faut des grues sur scène, toute une scénographie assez incroyable. Et en fait, comme Wright, il a été engagé, parce qu'il lui avait dit, Waters, soit tu te tires, tu fais pas d'esclandre, et voilà, soit tu vas avoir des problèmes. Donc il a dit, OK, moi je reste dans le groupe, et vous me payez en tant que musicien. Et c'est tout. Et c'est le seul qui fera des bénéfices, parce que comme lui, il n'avait pas investi dans le spectacle, c'est le seul qui fera des bénéfices sur cette tournée. Bon, après, ils se sont évidemment rattrapés, vu
le succès de cet album. Alors, en 89, il y a une version de Waters, après la chute du mur de Berlin, magnifique version, avec des grands groupes, Scorpions, Cyndi Lauper, hein, qui interviennent. C'est sur la Poste de la Mer Plate, un concert mythique, un double album aussi, qui reprend exactement l'ordre, qui reprend complètement The Wall, quoi, écrit de la même manière, mais interprété avec des gens différents, concert extraordinaire, avec des milliers de briques, hein, qui sont remises comme ça et qui sont ensuite détruites puisque le mur est explosé. Voilà, alors pour finir, ce que je peux te dire, c'est que évidemment, c'est un peu l'apogée, le point d'orgue dans la carrière de Pink Floyd. Hein. Alors il y a des puristes qui disent ah non, mais ça c'est déjà un peu de la concession à une espèce de mode, etc. Mais je crois que c'est pas du tout. Hein. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est comme tous les grands groupes, parce qu'évidemment, il y a ce riff, la disco, là. Bon, comme l'avait fait les Stones, par exemple. Start Me Up, où tu vois, beaucoup de chansons comme ça, où il y a des groupes de rock et de pop qui viennent épouser des modes, qui les intègrent, qui les dépassent, qui les transcendent, et qui traversent comme ça de la new wave au hard rock en passant par la disco ou la soul, et qui sont bien plus que tout ça. Pink Floyd, les Stones, les Beatles, ça reste des groupes mythiques de par leur créativité, de par leur talent et de par leur génie musical et ces alchimies très particulières qui font d'un grand groupe un groupe mythique. Et donc, j'invite tout le monde à réécouter encore et encore The Wall. Moi, ça fait depuis sa sortie, j'avais 13 ans quand il est sorti, 13 ans et demi. Je l'écoute en boucle, je l'écoute depuis des années et j'y découvre toujours quelque chose de nouveau. Voilà. Ouais. Donc, vive les Pink Floyd, vive ce grand groupe et vive le rock britannique, parce que quand même, il faut le dire, la musique, depuis les années 70, elle est quand même largement britannique. Ben, merci beaucoup, mon cher Didier. On va se mettre ce week-end, comme à chaque fois après tes chroniques, à réécouter Pink Floyd. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je te souhaite un excellent week-end. On se reparle au plus tard vendredi prochain. Merci à tous. On a explosé le temps aujourd'hui. J'en suis désolé. Merci à la régie d'avoir fait le nécessaire. Merci Didier. Je te souhaite un excellent week-end. Moi, je vous dis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end également. Vous le savez, lundi matin, 7h30, 9h30, c'est Clémence Oudiakova jusqu'à jeudi. Et